Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Qu'est-ce que je suis content? Qu'est-ce que je suis content? Parce que on va parler d'un sujet éminemment basketologique. Et si la science du basket existe, eh bien on va complètement l'explorer dans ce sujet autour de Ben Simmons. Autour de Ben Simmons, effectivement, les Sixers occupent l'espace médiatique, Philadelphie fait une super saison, Simmons fait également une super saison, et évidemment, avec son jeu complètement atypique, commence à fleurir une flopée d'articles et de réflexions sur le fait que Simmons, n'ayant aucun tir extérieur, si il se mettait à tirer à mi-distance et à tirer de loin, il deviendrait un joueur extraordinaire. Je cite Stephen A. Smith, si Simmons ne peut pas tirer de loin, les Sixers ne gagneront pas le titre. Alors très souvent, quand Stephen A. Smith dit quelque chose, vous pouvez être sûr que la vérité est à l'opposé exact. Mais c'est toujours un sujet intéressant, et puis la même problématique se présente avec Giannis Antetokounmpo. Je travaille mon tir à 3 points pour progresser, pour devenir inarrêtable. Et ça soulève justement une question qui est très intéressante, qu'on pourrait résumer à: est-ce que pour devenir meilleur, un joueur doit impérativement gagner en polyvalence? Je parle là bien sûr de devenir meilleur en attaque, en se focalisant uniquement sur la sélection de tirs. Évidemment que si vous n'êtes pas un défenseur et que vous vous mettez à défendre, donc que vous gagnez en polyvalence, ou évidemment que si vous n'étiez pas un passeur et que vous vous mettez à savoir passer en gagnant en polyvalence, vous devenez meilleur. Mais là, je voudrais qu'on se focalise uniquement sur la sélection de tirs. Est-ce qu'en gagnant en polyvalence, on devient meilleur, ou est-ce qu'on n'aurait pas intérêt en tant que joueur à chercher exclusivement à se perfectionner sur ses forces, à développer encore plus ses points forts pour devenir encore plus fort dans des schémas où on excelle? On parle bien sûr, je vous le disais, uniquement de la sélection de tir. Et au hasard de Twitter, la magie des réseaux sociaux, et d'un message du camarade Alex de Trash Talk et de The Ball Never Lies, ça m'a effectivement fait un petit peu tilter sur cette question, en partant du postulat: si Simmons développe vraiment un shoot, les dégâts vont être colossaux, il va devenir un mutant. Et je me suis dit, mais attends, Ben Simmons, il est déjà à 59% au tir réel. Il met pratiquement 20 points à 59% au tir réel. Donc en termes de qualité, d'impact, c'est déjà un super attaquant. C'est déjà un joueur qui contribue vraiment très bien à l'attaque de Philadelphie. Parce que pratiquement 59% au tir réel pour Simmons, c'est plus que Paul George, c'est plus que Bradley Beal, c'est plus que Blake Griffin, qui en termes de référence, en termes de qualité d'attaque, sont quand même pas des petits joueurs. Donc, dès lors que vous avez un Simmons qui est déjà plus efficace que ces joueurs-là, qu'est-ce qu'il peut aller chercher de plus en efficacité? Parce que si Simmons veut aller chercher 60% au tir réel en tirant par exemple à 3 points, ça veut dire qu'il doit tirer à 40% derrière la ligne à 3 points. Ça veut dire qu'il doit devenir Steph Curry. Ça veut dire qu'il doit devenir Kyle Korver. Ça veut dire qu'il doit devenir Kevin Durant. Ça veut dire qu'il doit devenir un mutant de l'adresse derrière la ligne à 3 points, et ça fait quand même un sacré postulat de marge de progression, parce que la situation de Ben Simmons, vous la connaissez, c'est un joueur qui concentre quasiment exclusivement ses tentatives de tir dans la raquette, voire quasi exclusivement dans la zone restreinte, là, pas vraiment tout près du cercle. 83% des tirs tentés par Simmons, ils sont ici. Ils sont à 1 mètre du cercle, et il est sur ces tirs-là à 62% de réussite, quand la moyenne NBA est à 58%. Donc, il fait très bien quelque chose qui rapporte énormément en efficacité d'attaque. Donc, pourquoi chercher à faire autre chose que ce quelque chose qu'il fait déjà très bien? Parce que si c'est pour échanger des paniers à 62% contre des 2 points longs à 40% ou contre des 3 points à 30%, ça n'a aucun intérêt. Et là, vous ne devenez pas un monstre, vous ne devenez pas un mutant, vous faites juste un transfert vers quelque chose de moins efficace, et en fait, vous régressez. Donc, c'est déjà un postulat qui tout de suite a beaucoup moins de sens. Parce que 62% sur le cercle, vous êtes à 62% tir réel, c'est des tirs à 2 points. Si vous êtes à 35% à 3 points, ce qui est la moyenne NBA,
Et vous êtes à 52,5% au tir réel. Donc on est loin des 62. Pour trouver 62 au tir réel, il faut être à plus de 40%. Donc il faut être vraiment un mutant de l'attaque. D'autant que se forcer, entre guillemets, à attaquer le cercle parce qu'on ne sait faire que ça, pour schématiser, c'est aussi une capacité d'exister en explosivité, d'exister en se rapprochant du cercle, et ça crée une capacité de provocation de faute. On va driver, finir fort, provoquer la faute, donc marquer à 2 points avec potentiellement un N1, un 2+1. Et finalement, on va chercher aussi des tirs à 3 points quelque part, d'autant que des paniers tentés depuis la ligne des lancers, des points tentés depuis la ligne des lancers, la moyenne NBA est 75-76%, c'est du très haut pourcentage aussi. Donc on est en recherche d'efficacité dès lors qu'on cherche à se rapprocher du cercle. Et c'est là, quelque part, toute la vraie problématique Simmons. Parce que la problématique Simmons, finalement, c'est pas tant d'aller chercher un tir à 3 points. Parce que pour qu'on trouve le même niveau d'efficacité, c'est ce que je viens de vous expliquer, il faut aller chercher du 40% à 3 points, sauf miracle, il ne les atteindra pas. Là où Simmons il peut aller chercher vraiment de l'efficacité, c'est dans ses lancers francs. C'est un joueur à 60% au lancer. C'est très faible. C'est très inférieur à la moyenne NBA. Et il en tente 5,5, il en tente 6 par match. Imaginez un Simmons qui a 80% au lancer, qui existe encore un petit peu plus en agressivité vers le cercle, qui en tente 7-8 par match. Au lieu d'en mettre 3, il en met 5, ça fait un petit peu près 20 points par match. Et là, il n'est plus à 60% au tir réel, il est à 65, grâce à l'apport des lancers francs, qui apportent des points à très haut pourcentage. Et là, il franchit vraiment un palier. Et là, ça devient encore plus un mutant de l'attaque. Parce que dans cette démarche de je me diversifie, je gagne en polyvalence dans ma sélection de tir pour être plus dangereux, il y a un contre-exemple parfait. Il y a un contre-exemple parfait qui s'appelle Blake Griffin. Qui s'appelle Blake Griffin. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que depuis 2012, 2013, que Griffin a commencé à chercher à travailler son tir à mi-distance et son tir à 3 points, je n'ai eu de cesse, et retrouver mes tweets, c'est aussi ça la magie des réseaux sociaux, c'est qu'on peut aller faire un retour dans le passé pour retrouver des discussions qui sont tombées dans l'oubli. Je n'ai eu de cesse de vous dire, Blake Griffin, ce qu'il fait est ridicule. Il n'a pas besoin d'aller chercher du mi-distance et du tir à 3 points, qu'il travaille à contrario son jeu d'eau au panier, sa technicité pour finir encore plus fort au cercle, et là, vraiment, il progressera. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Blake Griffin, il commence sa carrière, il est à 55% au tir réel. 7-8 saisons après, eh ben, il est à 55% au tir réel. Alors qu'il ne tentait quasiment pas de 3 points, on n'est même pas à 10% de tirs tentés derrière la ligne à 3 points, il est aujourd'hui à plus de 30%, et au final, eh bien, son pourcentage au tir réel, il n'a pas progressé. Donc, il y a eu un transfert dans la sélection de tir, et on s'est éloigné de tirs qui est très rémunérateur pour des tirs qui, quelque part, sont rémunérateurs sous une autre forme, mais on n'a pas progressé. On a stagné, et regardez son free throw rate, c'est-à-dire sa capacité à tenter des lancers, elle était à 50%, c'est-à-dire que je tente 10 tirs par match, et du coup, j'arrive à décrocher 5 lancers francs, 50%, la moitié. On est passé à 33% la saison passée. Donc, je m'éloigne du cercle, je suis un petit peu moins agressif, donc je suis moins en capacité de provoquer des fautes qui ramènent des lancers qui sont aussi des tirs à haut pourcentage. Et au final, on a une stagnation. Et finalement, cette volonté de travailler un tir à mi-distance et un tir extérieur n'a absolument rien apporté au jeu de Blake Griffin. Certes, il s'est diversifié, certes, il a gagné en polyvalence. Est-ce qu'il a été plus efficace en attaque? Non. Est-ce que son équipe a gagné plus de matchs? Non. Est-ce qu'il a été plus dur à défendre? Non. Est-ce qu'il a été plus impactant? Non. C'est resté le même joueur. C'est juste que son approche sur le terrain, son jeu d'attaque est différent. Et c'est assez flagrant quand vous regardez un petit peu la répartition des tirs tentés. On avait en tout début de carrière plus de 40% des tirs tenté par Blake Griffin, qui était tout près du cercle, à moins de 3 pieds, c'est 1 mètre. Donc c'est vraiment, je finis en dunk, ou je finis en lay-up et je ne tire quasiment jamais à 3 points. Vous voyez que ce pourcentage de tirs tentés tout près du cercle, eh bien il n'a eu de cesse de reculer, on est maintenant que à 28%, et à côté de ça, eh bien on a des tentatives de 3 points qui ont augmenté, mais on a sacrifié des
panier à 60-65% de réussite pour des tirs à 3 points où il est correct, hein, il est à 34-35. Mais 34-35, ça ne correspond pas à 65% au tir réel. Et donc, vous avez quelque part un décrochage de l'adresse, ou en tout cas une stagnation, sans les lancers francs en plus qui vont avec. Parce qu'aller provoquer des lancers sur un tir à 3 points ou sur un 2 points long, ça arrive de temps en temps, en faisant des bonnes feintes ou en tombant sur des mauvais défenseurs. Mais ça arrive quand même, vous me l'accorderez, beaucoup moins souvent que quand vous essayez de finir fort au cercle en dessous. Et la shooting chart de Griffin, elle est à ce titre assez explicite. Ça, c'est 2011-2012. Regardez, 700 tirs tentés dans la raquette sur 1000 tirs tentés sur la saison. 65% de réussite sur ces tirs. Donc on était vraiment dans un Griffin qui fait beaucoup en attaque, ce qu'il fait très bien. Et ça, c'est la saison passée. On est pareil, à peu près à 1000 tirs tentés. Et regardez, eh bien, il y a une diversification de son jeu d'attaque. On a perdu même en efficacité au cercle au profit de 2 points longs et de 3 points où on est par rapport à la moyenne NBA un petit peu en inefficacité. C'est le contre-exemple parfait de je veux me diversifier parce que je serai plus dangereux, je serai plus polyvalent, donc je serai plus efficace. Et puis non, en fait, j'ai pas été plus efficace. Et là, vous allez me dire, et vous avez été nombreux et les discussions étaient passionnantes. C'est pour ça que je me suis dit, il faut qu'on en fasse une vidéo parce que les discussions ont été passionnantes et comme toujours, dans ces postulats, dans ces questions, il ne faut pas être dogmatique. Il n'y a pas de bonne et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas un chemin tout tracé qui va être un tronc commun pour tous les joueurs. Ça reste évidemment du cas par cas, mais ce que je veux absolument, c'est qu'on aille un petit peu plus loin, qu'on sorte un petit peu des réflexions toutes faites, des idées préconçues, qu'on aille plus loin. C'est un peu le leitmotiv de cette chaîne, ok ? Et vous avez été donc très nombreux à me dire « Ouais, mais en étant un danger de loin, on va obliger la défense à monter sur lui. Parce qu'on ne va pas pouvoir lui laisser 4 mètres. » Et du coup, eh bien, il aura effectivement plus de facilité à déborder le défenseur et il pourra finir plus fort au cercle. Et cette réflexion, elle est complètement pertinente. Elle est même très 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 bien vue dans le cadre de cette discussion. Encore faut-il, pour que ce postulat soit vrai, que le pourcentage du joueur en question, prenons ici Ben Simmons, au-delà de la ligne à 3 points, il soit supérieur à la moyenne. Parce que Ben Simmons, qui commence à travailler son tir à 3 points et qui est à 30%, moi je suis défenseur, je lui laisse 4 mètres. Mais vas-y, mais tente le tir à 3 points, je ne demande que ça. Tu fais 2,8 m, t'es plus grand que moi, plus lourd, vraisemblablement aussi rapide. Moi j'ai tout intérêt à ce que tu tentes un 3 points à 30%, qui correspond à 45% au tir réel, plutôt que tu essayes de m'avoir en force, en puissance et en vitesse pour finir fort au cercle où tu es à 65%. Donc ce postulat est vrai, si on a un pourcentage au-delà de la ligne à 3 points ou sur les 2 points longs, qui est supérieur à la moyenne. On représente un vrai danger. Et puis surtout, la vraie réflexion pour moi, c'est que la réponse à une hausse de pourcentage au cercle, elle n'est pas individuelle. C'est pas un cheminement ou c'est pas quelque chose que le joueur va solutionner lui-même. La réponse à cette problématique de je gagne en efficacité en attaque, elle est collective. C'est grâce à un collectif mieux huilé, grâce à un spacing mieux géré, grâce à une complémentarité mieux trouvée avec les coéquipiers, que vous faites progresser les pourcentages de réussite d'un joueur. Personne n'existe par lui-même dans le basket, sur le terrain. Il y a plein de contre-exemples, mais au final, c'est toujours une démarche collective qui amène au succès, qui amène à la réussite. Et il y a un exemple, au même titre qu'il y avait un contre-exemple Blake Griffin, il y a un exemple parfait de ce que je suis en train de vous expliquer. C'est Giannis Antetokounmpo. C'est Giannis Antetokounmpo qui, regardez, la saison passée était à 59% au tir réel, c'est déjà un très bon attaquant. Et cette année, il est passé pratiquement à 65%. Donc il a vraiment progressé en efficacité d'attaque. Et c'est pas grâce à un tir extérieur qui a progressé, c'est pas grâce à une fréquence, une évolution de son jeu où on s'est mis à plus exister de loin, parce que, regardez, il y a 2 saisons, il était à peu près à 15% de tirs tentés à 3 points, il était à 60% au tir réel. Cette saison, il est toujours à 15% de tirs tentés à 3 points, et on est à 65% au tir réel. Il y a eu une vraie progression, d'autant qu'il a régressé dans sa réussite à 3 points.
C'est-à-dire qu'il est cette saison à 25%. Donc c'est catastrophique. C'est un pourcentage cataclysmique. Quand il y a 2 saisons, il était à 27%. Donc il gagne en efficacité d'attaque, non pas parce qu'il s'est mis à tirer à 3 points, ni plus, ni mieux. Il a gagné en efficacité d'attaque parce qu'il est allé gommer de son jeu. Et on le découvre en regardant un petit peu quelles sont ses tendances de tir. Il est allé gommer de son jeu les tirs à mi-distance. Regardez, entre 10 et 16 pieds ou entre 16 et 24 pieds. Donc en gros, c'est les tirs entre 4 et 6 mètres. Il en faisait 11% plus 16%, 27% la saison passée. On est passé cette saison à peine 10%. À peine 11%. Donc on est allé supprimer ces 2 points longs de son jeu qui ne rapportaient rien en attaque. Donc on est allé sacrifier justement de la polyvalence et du tir extérieur pour se reconcentrer sur les tirs tentés tout près du cercle, les tirs à 1 mètre, les lay-ups, les dunks. J'en tentais 45% la saison passée, j'en tente 58% cette saison du côté des Bucks. Donc on a un contre-exemple parfait d'un Giannis qui a progressé en attaque en étant moins polyvalent que les saisons passées, en allant arrêter de tenter des 2 points longs, en allant pas spécifiquement insister à 3 points, mais au contraire, en allant plus que jamais tenter de finir fort au cercle, de finir fort dans la peinture, et derrière, je suis agressif, je vais finir fort au cercle, et regardez, mon free throw rate, ma capacité de provocation des fautes, on est passé de 45% à 55%. On est allé chercher des fautes et des paniers à haut pourcentage sous le cercle et des lancers francs à haut pourcentage. À haut pourcentage, Giannis, il est à 70, 75, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais il a un pourcentage décent au lancer et il ramène comme ça de l'efficacité à son équipe. Et par rapport aux saisons passées, son pourcentage en dessous du cercle, il est à peu près à 70%. Donc il n'a pas vraiment progressé en qualité d'efficacité, c'est pas un joueur qui était à 60% sur le cercle qui passait à 70%. On a été dans la continuité, on a juste été se reconcentrer pour faire davantage quelque chose qu'on faisait déjà très bien les saisons passées et qu'on exploite encore plus cette saison. Parce que quand vous regardez quelque part les play types, c'est-à-dire la répartition de ce que fait en attaque Giannis Antetokounmpo, eh bien vous avez les mêmes tendances. Il n'existe pas dans les composantes d'attaque vraiment différemment que par les saisons passées. Là où il a un tout petit peu progressé, c'est dans les isolations. C'est dans les isolations où il était avec un percentage de 48% les saisons passées, donc dans la moyenne NBA, c'est-à-dire que 52% des joueurs faisaient mieux que lui en efficacité sur les ISO, et cette année il est à 71%. Donc il a gagné un petit peu en efficacité sur les isolations. Ce n'est pas des séquences d'attaque qui sont très rémunérateurs en points, en efficacité, mais ça a été sa marge de progression. Sinon on est globalement dans les mêmes tendances que les saisons passées, avec effectivement un Giannis qui est très fort sur la transition, qui est très fort sur les post-ups, qui est évidemment très fort sur le cut, qui est très fort quand c'est le rollman, quand c'est lui qui ouvre au cercle. On est allé gagner un petit peu en isolation et on est allé gagner un petit peu en efficacité en isolation. Mais vous allez me dire, mais attends Blight, tu viens de nous dire le contraire, la réponse elle est collective. Or l'ISO c'est une séquence individuelle. On est allé gagner un petit peu en qualité sur les isolations parce que justement il y a une réponse collective du côté des Bucks qui a été tout pour le 3 points. On a un méga spacing avec 4 joueurs au-delà de la ligne à 3 points autour de Giannis. Ça laisse des énormes autoroutes pour aller attaquer le cercle. Et si jamais quelqu'un vient tenter de barrer la route de Giannis, eh bien je décale sur le tireur à 3 points dans le corner. Et on sanctionne comme ça. Et c'est pour ça que dans les isolations, dans l'axe panier-panier, ce que Giannis fait à 60% du temps, quand il fait de l'isolation, eh bien il est très très bon. Il est très très bon. Non pas il est très bon en faisant du Harden, en faisant du step back à 3 points, il est très bon quand il va driver. Il est très bon quand il va driver parce qu'il flash dans les intervalles. Et une fois qu'il est lancé, il est très 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 dur à arrêter. Et vous allez me dire, et c'est une des problématiques qui m'a été exposée pour le cas de Simmons, et Giannis rencontre exactement la même chose. Vous allez me dire, ouais, mais à ce moment-là, le défenseur, il se met à 4 mètres. Et il neutralise la capacité du joueur à aller attaquer le cercle, à aller flasher dans les intervalles. Mais il n'y a pas de problème.
je suis Giannis ou je suis Ben Simmons, vas-y, laisse-moi 4 mètres. Sur ces 4 mètres, tu vas me laisser le temps de prendre de l'élan pour après te déborder en vitesse. Ou te passer un petit Eurostep, ou te passer un petit enroulé, pour aller finir fort au cercle. Et puis, si jamais tu me laisses 4 mètres, bah, y a pas de souci, mec. Je vais descendre de haut panier. Je descends au dos au panier et je compense dans l'intervalle. Je compense l'intervalle de haut panier et après, on se retrouve encore à corps. On se retrouve au contact. Et là, tu fais quoi? T'as besoin de la prise à 2? Ok, vas-y, appelle la prise à 2. Je retrouverai mon coéquipier qui est tout seul à 3 points à l'opposé dans le corner. Et là, je suis injouable. Et là, je deviens vraiment, plus que jamais, une menace pour mon équipe, à titre individuel et à titre collectif. C'est pour ça que je vous dis, la réponse à ces problématiques, elle est collective. Elle n'est pas fondamentalement individuelle. Et puis, on part du principe qu'il commence les séquences balle en main, mais on peut aussi exister complètement différemment. C'est exister sans ballon. Et oui, ça paraît être un gros mot dans la NBA moderne, mais on peut encore parfaitement exister dans le basket sans ballon, en existant à l'opposé, sur un renversement, et puis je flash dans l'intervalle. Ou bien, j'ai un coéquipier sur lequel il y a prise à 2. Par exemple, on va faire prise à 2 sur Embiid au poste bas. Moi, je m'appelle Ben Simmons, je suis à l'opposé. Sachant que je ne tire pas à 3 points, mon défenseur, il va venir aider. Eh bien, plutôt que de rester à 3 points en attendant une passe qui n'arrivera pas, je flash dans l'intervalle, je me présente, je coupe. Et là, je suis servi par une passe et je finis en dunk. Et là, je suis un danger. Et là, mon défenseur, il va être obligé constamment de m'avoir dans son champ de vision. Il ne peut pas me quitter des yeux. Sinon, je flash. Ou alors, on vient me replacer. Là, on me laissait mourir à l'opposé. La balle revient sur moi, je descends au poste bas. Je prends l'avantage préférentiel et je finis près du cercle en exploitant ma taille, ma puissance et mon avantage comparatif par rapport à mon défenseur. C'est toujours ça la clé. Dans le basket, on n'existe pas sur soi-même, on existe par rapport à ce qu'on peut faire de mieux par rapport aux défenseurs qu'on a en face. C'est pour ça que je vous dis toujours, la réponse elle est collective, la réponse elle est globale. Surtout que, quand on se penche un petit peu sur le cas Ben Simmons, qui est un peu le postulat de cette vidéo, mais qu'on peut décliner sur plein d'autres joueurs, mais quand on se penche vraiment sur la problématique Simmons, elle est absolument pas à mi-terrain. Ben Simmons, dans les 75% de ce qu'il fait en attaque, on est sur de l'attaque placée mi-terrain. Et il est à 55% au tir sur ses attaques placées mi-terrain. 55% au tir, c'est très très bien. Et il est même bien classé dans ses capacités d'attaque mi-terrain. La vraie problématique de Simmons, là où il pourrait aller chercher plein d'efficacité dans son jeu d'attaque et où il en abandonne, on en avait déjà parlé dans la vidéo sur les Sixers, c'est sur le jeu en transition. Un quart de ses séquences d'attaque, 25%. Et il est classé avec 21% de percentile sur le jeu en transition. C'est-à-dire que 79% des joueurs NBA sont meilleurs que lui dès lors qu'il s'agit d'attaquer en transition. Et quand je vous dis qu'il est inférieur à la moyenne, il ramène quand même 62%. Mais en transition, vous devez aller chercher du 70-75%. Sur du jeu rapide, vous allez chercher de l'efficacité. Et, on en avait déjà parlé, je vous le représente, sa problématique principale sur le jeu en transition, c'est quand je lance une contre-attaque et que je suis porteur de balle, 85% du temps, parce que je suis à 27% de ballons perdus. La problématique de Simmons, c'est pas une problématique de tir, c'est une problématique de QI basket. C'est une problématique de je veux aller chercher la passe vers le coéquipier, dans le backdoor, la longue passe, ou je m'en mêle les pinceaux dans les dribbles, et une contre-attaque qui devait finir par un dunk, par un panier facile, finit par une perte de balle. Ça, c'est du QI basket. C'est pas une problématique de est-ce que je peux tirer à 3 points. C'est une problématique de comment j'exploite les contre-attaques. Et c'est aussi des petites problématiques de finition. C'est-à-dire que Simmons, plutôt que chercher à travailler son tir à 3 points, son tir à mi-distance, qu'il passe tout son été à travailler, je finis fort dans la raquette. Je finis fort autour de 3 défenseurs, autour de 2 défenseurs, autour d'un défenseur qui est un petit peu en retard et je lui dunk dessus. Et je vais chercher un panier avec la faute. Ou je vais provoquer une grosse faute et derrière, parce que j'ai travaillé mes lancers, je vais ramener du 80% derrière la ligne. C'est absolument flagrant quand vous rentrez dans le détail. On ne peut pas être à 27% de perte de balle sur des contre-attaques et 58% au tir, c'est pas fameux non plus. C'est pas fameux non plus parce que il y a des petites séquences d'hésitation. C'est au lieu de me dire je suis un monstre, je vais finir en dessous,
fort, et c'est ce que je priorise dans la contre-attaque, ce que fait très bien Giannis. On a un Simmons qui est en hésitation. Est-ce que je vais peut-être plutôt chercher la passe? Est-ce que je cherche à finir fort? C'est option 1, je vais finir fort, je suis le tank. Et si jamais j'ai 3 joueurs qui viennent sur moi, là je trouve le coéquipier tout seul. Et là on gagne en efficacité sur mon jeu individuel et sur le rendement offensif de cette équipe des Sixers. Donc en conclusion, là où je veux vous alerter, c'est attention. Ne tombez pas dans le piège, je vais me diversifier en attaque, donc je vais être plus dangereux, donc je vais être plus efficace. C'est plus compliqué que ça. Parce que il y a un risque de faire moins quelque chose qu'on faisait très bien, au profit de quelque chose qu'on fait un petit peu moins bien. Donc la clé, si vous voulez progresser dans le basket, ou en tout cas si vous voulez progresser dans votre jeu d'attaque, dans votre sélection de tir, c'est je maximise mes forces. J'exploite ici, en l'occurrence, dans le cas de Ben Simmons, mes qualités athlétiques. Parce que dans 90% du temps, je me retrouve face à un défenseur qui est plus petit, plus léger. Donc j'exploite mes qualités athlétiques par rapport à ces défenseurs. Et surtout, je cherche à être en complémentarité avec mes coéquipiers. Pourquoi je voudrais devenir Kevin Durant quand je peux rester Ben Simmons? Et quand je peux exister en tant que Ben Simmons en complémentarité parfaite avec mes coéquipiers? Pourquoi je ne serais pas dans une NBA qui est complètement acquise au tir à 3 points, le joueur qui ne tire pas à 3 points, mais qui existe autrement et qui fait gagner mon équipe en existant autrement? Développer un tir extérieur, ça peut être parfaitement intéressant, mais en anticipation plutôt de la fin de carrière, ou en tout cas du dernier tiers de carrière où mes qualités athlétiques, elles vont reculer, où je ne vais plus pouvoir déborder tout le monde en vitesse, finir fort en explosivité au cercle. Et là, effectivement, le petit tir extérieur, il va devenir intéressant. Parce que je vais pouvoir, entre guillemets, camper derrière la ligne, renversement sur moi et je sanctionne. Un petit peu à la Tony Parker, qui commence tout son début de carrière en étant extraordinaire dans ses drives, dans ses capacités à finir fort au cercle, et qui a, au fur et à mesure, commencé à développer un tir de loin, qui lui a permis finalement de rester en continuité dans sa carrière et de ne pas mourir, faute de voir ses qualités athlétiques reculer. Et puis concernant spécifiquement Ben Simmons, ça me semblerait pour moi beaucoup plus judicieux pour lui de vraiment travailler ses lancers francs. Parce que 60% c'est pas assez, d'autant plus pour un joueur qui existe vraiment en explosivité près du cercle, et travailler la qualité de finition et son QI basket dans le jeu en transition. Là, il y a aussi un vrai gain à faire, il y a vraiment une progression dans son jeu d'attaque qui peut exister en gagnant dans ses compartiments, et là il devient un mutant. Et là, il va perfectionner encore ce qu'il fait très très bien, et exactement à l'image de Giannis cette saison, il franchit un palier, son équipe franchit un palier, et tout le monde est gagnant, et on a une réponse collective à une problématique qui semblait individuelle. Merci de votre fidélité, bon match à tous.